Alors, je suis Jacqueline Hachère, je suis la présidente de Promet depuis une quinzaine d'années. Et c'est Promet Poitou-Charentes qui est devenu récemment Promet en Nouvelle-Aquitaine. Alors, l'association a débuté une prise de conscience en 1989 sur un remembrement de la mise à deux fois deux voies de la Nationale 10. Et dès le départ, nous avons souhaité être régionaux et non pas une simple association locale cantonnée dans un petit secteur. Parce qu'il se trouve que Montalembert est au carrefour de 3 départements du Poitou-Charentes. Donc nous avons eu immédiatement un certain retentissement parce qu'il y avait les mêmes problèmes se posaient tout le long de la Nationale 10 et au fur et à mesure du développement de la Nationale 10, eh bien, on a commencé à se dire qu'effectivement, ce qu'il fallait, c'était replanter de la haie, parce qu'à l'époque, il faut le dire, les remembrements étaient extrêmement sévères et les géomètres, les experts géomètres, avaient des façons de faire qui éliminaient drastiquement toutes les haies, puisque finalement les agriculteurs souhaitaient ne plus être enfin débarrassés de ces troubles faits qu'étaient les haies. Les haies, pour eux, c'était les réservoirs à vermine, donc enfin on allait pouvoir les éliminer. Et nous avons immédiatement dit non, il faut respecter la biodiversité, et nous étions extrêmement en avance en 1990 de dire ça. On avait déjà cette notion que la multifonctionnalité de la haie, pour tout ce qu'elle touche, la production de bois, la protection contre le vent, le captage du CO2 et la protection, alors là, personne ne parle parce que ça se passe sous la terre, c'est la protection de l'eau. L'arbre est quand même le gros absorbeur de nitrate qu'on puisse trouver. Voilà, vu son développement, et donc un jeune arbre consomme énormément de nitrate, donc en bordure de champ, il va essayer de récupérer ce que les paysans ont mis en trop. Et je parle bien de paysans, puisque nous sommes à la Confédération Paysanne. Voilà, donc après, nous avons développé Promet au fur et à mesure, puisqu'aujourd'hui nous étions 2 personnes au départ, une secrétaire et un animateur, une animatrice plutôt, et qui est devenue directrice, et que nous avons aujourd'hui 10 salariés qui s'occupent exclusivement de planter des haies et de l'agroforesterie, qui est venue un petit peu plus tard, en ce sens que les agriculteurs, toujours conscients malgré tout ce qu'on peut dire contre les agriculteurs n'est pas toujours juste, parce que c'est vrai qu'ils ont des tas de problèmes, mais tout agriculteur qui est un éleveur en même temps connaît la nécessité de la haie pour mettre ses animaux à l'abri des froids et des grands vents. Et d'autre part, on sait aussi que dans une agriculture plus ou moins raisonnée, il y a un effet bénéfique de l'arbre. Donc pour développer cet aspect bénéfique de l'arbre, on a introduit ce qui s'appelle l'agroforesterie intraparcellaire, c'est-à-dire de planter des arbres à l'intérieur des parcelles pour accompagner certaines productions. Naturellement, on connaissait le pré verger normand, mais là, on s'est mis à planter des arbres sur des étendues beaucoup plus grandes. Alors, soit des alignements de noyers ou de merisiers pour produire du bois d'œuvre, et puis de plus en plus, quand même, pour d'autres raisons, on s'est rendu compte que, comme toujours, une seule production sur un terrain, ça amène d'autres problèmes, c'est-à-dire des prédateurs. Quand vous avez un grand champ de maïs, c'est bien pour un prédateur. Quand vous avez un grand champ de noyer, c'est bien aussi pour le prédateur du noyer. Donc on a commencé depuis 2-3 ans à avoir des arbres différents, à avoir 4-5 espèces, variétés d'arbres sur un seul territoire. Et là, nous avons des champs d'agroforesterie qui s'appellent de l'agroforesterie intraparcellaire, je le répète, où nous arrivons à mettre en moyenne 30 à 40 arbres à l'hectare, ce qui n'empêche pas le développement d'une culture, soit des prés, soit une culture de blé naturellement, ou de n'importe quel autre production. Par exemple, le soja aussi, ça commence très très bien de cette chose-là. Alors, ça exige aussi
Par contre, un accompagnement strict de l'agriculteur qui n'est pas un forestier. Donc il faut quand même qu'il soit suivi pour pouvoir élaguer ces arbres de façon à ce que le ratio ombre portée et culture soit respecté. Le blé a besoin de soleil, toutes les cultures ont besoin donc il va falloir savoir élaguer tout le long de la vie de l'arbre, enfin au moins les 10 premières années, de façon à ce que le houppier, c'est-à-dire la partie supérieure de l'arbre, ne fasse pas un ombrage excessif. Par contre, il y a une amélioration du sol par les racines. Les racines, l'eau va suivre les racines, donc il y a une meilleure hydratation des sols. Et contrairement à ce qu'on dit, l'arbre mange la terre, l'arbre ne mange pas la terre. Il lui permet aussi d'être mieux irrigué en profondeur. Il va falloir un petit peu réviser son vocabulaire chez certains. Et donc notre association depuis 20 ans a planté 1 700 000 arbres en Charente, en Poitou-Charentes, pas uniquement en Charente, en Poitou-Charentes. Et nous avons depuis 2 ans développé envers les associations de la Nouvelle-Aquitaine, des associations qui agissent de la même façon que nous, comme Arbres et Paysages 33, des associations, les CPIE de la Dordogne, d'autres associations dans l'extrême sud, dans le Pays Basque, tous les endroits où la haie, la Dordogne aussi, qui s'est devenue en danger de disparaître, de voir ses haies disparaître. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le bocage, alors bocage vendéen, bocage pressuré, bocage normand, tous ces bocages sont différents. Mais ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils sont en train de disparaître au profit de la grande culture. Parce que je ne veux pas dire que l'homme est un peu paresseux, mais s'il y a de ça, l'élevage c'est extrêmement difficile. J'ai été moi-même éleveur, donc je sais de quoi je parle. C'est une astreinte terrible. Et quand vous arrivez sur des terres où, à la place de l'élevage, vous pourriez mettre du maïs et du blé qui demandent 5 heures de travail à l'hectare par an, et ben on est quand même tenté d'abandonner l'élevage, qui est un véritable esclavage, il faut le dire, au profit d'une vie plus facile. Et on comprend l'agriculteur, on le comprend, mais tous les endroits ne se prêtent pas à cette grande culture, il faut le savoir aussi. Il y a des déceptions, parfois on se dit ah tiens, on va arracher toutes les haies, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps du côté d'Adrier, sauf que l'agriculteur qui a acheté ce domaine et qui a arraché 8 km de haies, ce qui n'est pas rien quand même, il a arraché 8 km de haies, il ne se rend pas compte qu'il ne va pas tomber sur les mêmes terres que dans la Saintonge, il va tomber sur des terres beaucoup plus froides, des terres de pays granitiques. Et ça ne va pas être le même rendement, et peut-être qu'il va être déçu. Et donc, en compensation, malgré tout, il a dit qu'il allait en planter un peu. Nous l'accompagnons dans cette démarche, mais ça ne sera jamais 8 km de replanté pour 8 km d'arraché. Voilà. Donc nous sommes aussi, Promet est aussi depuis cette année président de l'association nationale qui s'appelle l'AFAC Agroforesterie et qui englobe bien à la fois la plantation de haies et l'agroforesterie intraparcellaire. Donc cette association nationale réunit 200 autres associations et chambres d'agriculture. Il y a 200 adhérents et en tant qu'AFAC, nous sommes force de proposition parfois auprès du ministère pour essayer dans les nouvelles PAC dire il faudrait peut-être favoriser la haie un petit peu plus. Donc nous avons obtenu, alors nous les chasseurs et d'autres associations, la Fédération nationale de l'environnement et autres, nous avons obtenu que désormais toute haie arrachée dans la nouvelle PAC soit obligatoirement replantée. Ça, je veux dire que c'est une victoire que toutes les associations protectrices de l'environnement, soucieuses de la biodiversité, ont eu à cœur de soutenir et c'est passé. Alors effectivement, il y a bien quelques agriculteurs qui essaient, mais malgré tout, on arrive à leur faire replanter en compensation ce qu'ils ont arraché. Et ça, c'est dans le but uniquement, c'est pour ça que nous
nous sommes associés aux chasseurs ou à la FNE dans ces deux démarches-là, de la protection de la biodiversité, parce que plus de haies, plus de lapins, plus de... Voilà, il y a des intérêts parfois qui se réunissent, qui se rejoignent pour protéger ce qui peut être protégé. Oui, nous sommes partis à la recherche des fruits oubliés, parce qu'effectivement, quand on va planter une haie chez quelqu'un, parfois les gens nous disent « Ah, vous y connaissez en arbre, venez voir, j'ai un vieux cerisier, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est ?» Alors, au début, on ne savait pas ce que c'était. Et puis petit à petit, on a eu l'occasion avec la Fondation Lycéa de commencer à faire des recherches approfondies et à faire une véritable enquête sur les arbres oubliés, et particulièrement ce que je vous disais sur les fruits à noyaux, ou les raisins, ou les châtaigniers, ou les corniers d'ailleurs, parce que les croqueurs de pommes et les mémoires fruitières vendéennes charentaises s'occupaient plutôt des fruits à pépins. Donc nous sommes plutôt partis dans ces recherches, et nous avons fini par éditer un petit livret sur ce qu'on avait retrouvé nous comme fruits oubliés, et donc nous sommes en ce moment, en plus on veut faire une sorte de verger de sauvegarde avec ces fruits qu'on a oubliés, donc on va installer ça probablement à Montalembert, un petit verger de sauvegarde avec les variétés oubliées. Certaines, pas toutes, hein, parce que le conservatoire d'Aquitaine s'en occupe aussi, les croqueurs de pommes aussi, mais nous aussi on a trouvé quelques variétés de fruits qu'on voudrait bien conserver par graisse. Voilà, une de nos activités, en plus de la recherche des plantes aborigènes autochtones, je dirais, d'ici, parce qu'on s'était rendu compte que la plupart des plantes que nous avions produites par des pépinières, en fait, achetaient leurs graines à l'étranger, comme par hasard, c'était beaucoup moins cher. Mais nous voulions des plantes d'origine Poitou-Charentes. Et donc toute la LGV, ce que je vous disais, a été en fait, toutes les mesures compensatoires, tout ce qui est planté le long de la LGV entre Tours et Bordeaux a été planté avec des graines qui ont été triées et produites par Promet, qui après les a envoyées à des pépinières qui avaient soumissionné, qui avaient traité directement avec COSEA et la LGV et Vinci, mais toutes ces graines, on sait exactement d'où elles viennent, elles viennent soit des réserves du conservatoire, soit d'endroits complètement protégés, c'est-à-dire parfois au milieu de la forêt. Alors en sachant bien qu'on a beaucoup travaillé dans ce domaine, au point qu'aujourd'hui le label végétal local a été reconnu par la Fédération nationale. Maintenant, on sait, la France est divisée en 8 régions et on sait exactement d'où viennent les graines. Enfin, on sait. Quand les pépiniéristes veulent bien accompagner le mouvement, et surtout quand il y a une demande publique qui accompagne aussi cette création. Parce que s'il n'y a pas de demande publique, s'il n'y a pas de demande, personne ne va aller vous dire de ramasser des graines de l'arbre qui est derrière vous. Hein. Simplement, il faut qu'il y ait une demande, et donc là il y a eu une demande publique énorme, ça concernait 1 million d'arbres. Donc effectivement 1 million d'arbres c'est 1 million de graines, et croyez-moi, pour avoir 1 million de plants, eh bien il faut en semer des graines, parce que toutes les graines ne vont pas germer. C'est tout un métier, le pépiniériste c'est un métier. Voilà un petit peu ce que je voulais vous ajouter dans les activités de Promet, donc ce petit livre là, et puis là, le végétal local qui est quand même, dont nous sommes en partie à l'origine, avec le Conservatoire botanique d'Aquitaine.